chers maîtres, chers collègues, j'ai le plaisir de vous présenter deux cas cliniques et surtout une discussion autour de ces deux cas. Donc, comme on avait dit déjà, les déficits immunitaires, c'est plus de 200 maladies. Chez l'adulte, c'est 90% des DICV, mais il persiste toujours des cas où on trouve des difficultés diagnostiques et étiologiques. On sait que c'est un déficit immunitaire, mais on ne sait pas encore les classer. Au Maroc, vu le grand taux de consanguinité, on s'attendrait à avoir un taux aux alentours de 14 000 cas de DIP en général et chez les adultes en particulier. Donc, le déficit immunitaire primitif, on a l'impression que c'est plus une histoire de conviction, donc devant un tableau clinique qui est très évocateur, mais parfois les premières étapes diagnostiques, NFS, sous-population et électrophorèse des protides ou dosage des immunoglobulines reviennent négatifs. On n'arrive pas à classer donc, le patient dans aucune des catégories déjà décrites de déficit immunitaire. Peut-être on est devant de nouvelles maladies parce que c'est un domaine toujours en grand changement. D'où l'intérêt donc, de pousser donc, les investigations vers la piste génétique et faire confiance à son flair. Donc, pour le premier cas, c'est un cas entre tuberculose, sarcoïdose ou un déficit immunitaire non encore défini. Donc, il y a toujours une case où on peut mettre tout ce qu'on n'a pas encore diagnostiqué sous le terme Undefined Primary Immunodeficiency. Donc, c'est le cas d'une jeune femme qui est âgée de 24 ans, dont les antécédents sont assez riches. Donc, c'est des infections sinopulmonaires, donc des sinusites et des pneumopathies à répétition depuis l'âge de 8 ans, avec une sœur suivie pour sarcoïdose. Elle a un mariage avec la tuberculose, qui a commencé en 2005. Donc, elle a commencé par faire une méningite tuberculeuse. En 2009, une tuberculose pulmonaire, sachant que toutes ces tuberculoses ont été confirmées. En 2011, une tuberculose urogénitale et splénique. En 2015, elle commence à développer un tableau de sarcoïdose avec une polyarthrite chronique, un syndrome sec, une pneumopathie interstitielle et des adénopathies médiastinales, avec comme complication neurologique un diabète insipide central. Et en 2016, elle nous refait une péricardite tuberculeuse compliquée de tamponnade tuberculeuse. On a eu le granulome, mais il n'y avait pas de nécrose caséeuse. En 2015, et la partie tuberculose cérébrale, c'est pas la maladie. C'est Nasrizine. La tuberculose cérébrale. Oui. Méningite tuberculeuse. Avec tuberculose. Avec tuberculose. C'est une fille qui a une tuberculose cérébrale et on lui a dit que c'est tumoral, il n'y a rien à faire, traitement palliatif. Donc, je fais partie de l'histoire. Intracrânienne sévère, je vais les lisant, je me suis dit c'est pas obligatoirement tumoral, ça peut être aussi tuberculose. Ce traitement tout est bacellaire, elle est guérie. Sous traitement, oui, on va le voir. Et pour la sarcoïdose, elle a été mise sous corticoïde? Oui. Pendant combien de temps? Donc, elle est toujours sous corticoïde. Il y avait l'atteinte neurologique qui est corticodépendance à la dose de... Au cours du traitement, elle a développé une péricardite tuberculeuse, c'est ça? On s'est dit que c'est probablement tuberculeux. On n'a pas vraiment, on a le granulome, mais... Et elle s'est améliorée sous traitement antibacillaire, il faut dire. Donc il y avait plusieurs biopsies qui retrouvaient toujours une granulomatose. Donc le premier bilan de DIP était négatif, donc le taux des immunoglobulines, les sous-populations, la fonction macrophagique et l'étude du complément, tous étaient revenus négatifs. Peut-être il faut aller vers un séquençage génomique qu'on n'a pas encore fait. Peut-être c'est une nouvelle maladie, donc granulomatose et infection à répétition. Elle était toujours mise sous traitement antibacillaire à chaque épisode tuberculeux avec une très bonne amélioration clinique et radiologique. Et elle est restée sous corticothérapie également pour cette granulomatose. Donc là, quand on voit, je vous présente les différents tableaux où on pourrait la mettre. Donc, elle pourrait avoir un problème de dysrégulation immunitaire. Elle pourrait, donc là, c'est tous les types de dysrégulation immunitaire. Elle pourrait s'intégrer dans les lymphoproliférations, parfois avec des hypergammaglobulinémies. Et on sait qu'on ne peut pas aller faire le diagnostic sans génétique dans ces cas-là. Mais il y a la tuberculose quand même. Parce que dans ces maladies, il n'y a pas beaucoup de... Non? Oui, c'est vrai. Mais c'est la tuberculose dans les kids. Dans les kids ou dans les susceptibilités Mendel? Il y a plusieurs...
Oui. Il y a aussi donc les défects en fonction phagocytaire. Donc ce qu'on a fait nous, c'est le NBT test qui était normal. Donc on pourrait être aussi dans ce cas-là, avec une forte susceptibilité aux mycobactéries. Donc toujours la confirmation, c'est la génétique. Elle pourrait avoir un défaut donc, de l'immunité innée, donc notamment cette susceptibilité aux mycobactéries, le MSMD, donc un problème dans l'axe interféron gamma interleukine 12. Donc il y a encore des pistes à affiner chez cette patiente. Je crois que c'est déjà fait. L'interféron et tout ça. C'est un dossier pris en charge avec Les les amis Français. en France et aux États-Unis. Et on n'a pas encore. L'axe interleukine interféron gamma, c'est pas une MSMD. C'est peut-être Il y a une un certain nouvelle. moment aussi la suspicion d'anomalie dentaire, c'est ça? Des dents un peu chroniques. Oui. Est-ce que c'est pas un dextronimo? Je crois qu'elles ont rien trouvé concernant le NIMO, donc ils sont en train de voir ce que c'est pas une nouvelle C'est une nouvelle maladie. maladie. Tout ce qui est connu sur le plan DIP, c'est déjà exploré. Ouais. Ouais, c'est déjà exploré. Donc, la conclusion de la classification des déficits unitaires laisse toujours une place pour rajouter de nouvelles maladies. Donc, ça, si on est convaincu cliniquement que c'est un déficit immunitaire, il faut laisser donc, les grands experts encore aller plus loin. Donc, le deuxième cas, c'est un cas de lymphoprolifération maligne qui nous a permis de faire le diagnostic de DICV rétrospectivement. Pseudo-lymphoprolifération maligne. Donc, c'était un patient de 64 ans qui, depuis l'âge de 31 ans, présentait des infections pulmonaires et ORL à la répétition. Il s'était compliqué de dilatation de branches. Il avait présenté un épisode de purpura vasculaire associé à une splénomégalie. En 2010, donc, il avait consulté en hématologie pour un syndrome tumoral avec un taux élevé d'IgM. Donc, une maladie de Waldenström a été fortement suspectée et même retenue, malgré l'absence d'infiltration lympho-plasmocytaire à la biopsie médulaire, et il a été traité comme tel, donc par chimiothérapie. L'évolution a été marquée par une aggravation des manifestations infectieuses et leur persistance jusqu'à 4 ans après l'arrêt de la Est-ce chimiothérapie. que c'était suffisant pour retenir la maladie? Non, ce n'était pas suffisant. Il fallait une preuve historique. On démarre la chimio sur oui, c'est cette patient qui avait reçu. Et par chance, donc, Madame Bouissard était allée à la consultation des hématologues, elle faisait un stage là-bas, et elle est tombée donc, sur ce cas-là. Et rétrospectivement, donc, on a cherché. Et comment Non, j'avais vu le dossier, tout le dossier, j'avais vu ça, mais juste pour le récupérer, quand le patient était hospitalisé chez nous, je n'ai plus revu le dossier. Donc, une lettre avec le bilan que le patient avait, on a pu trouver. Et une question, comment il a évolué sous chimiothérapie? C'est un patient qui avait aggravé, donc il s'est réinfecté de plus en plus, donc il avait déjà des infections qu'il a aggravées sous chimiothérapie. Mais il faut dire que la lymphoprolifération a régressé parce qu'on utilise aussi le rituximab même dans les DICV avec lymphoprolifération. Mais là, même, est-ce qu'on va éliminer le Waldenström pour retenir un simple DICV ou c'est un Waldenström? Oui, on ne sait pas. La question est toujours posée aussi. Pour le Waldenström, il faut une preuve histologique. Et la biopsie ostéomédulaire a été refaite à À plusieurs reprises, oui. En aucun moment, voilà, des infiltrations. C'est une prolifération C'est un syndrome monoclonale, plasmocytaire. infiltration plasmocytaire qui, avec un seul clone, l'infiltration avec un seul clone qui secrète une IgM. C'est pas la maladie de Chinon attends? Non. Et, sur le plan clinique, il y a un syndrome tumoral. D'accord. C'est pas une néoplasie. C'est comme un myélome, c'est comme un myélome à IgM avec organomégalie. C'est un Voilà. syndrome lymphoprolifératif malin. L'infoplasmocytaire. Alors ça fait une myélome. Que plasmocytaire. Que plasmocytaire. Le Waldenström, c'est automatiquement une IgM. Le myélome, Oui. Chez ce patient, il avait le syndrome tumoral et l'hyper-IgM. Mais malgré, donc, il manquait la preuve histologique. Oui. Et il a été traité. Et pourtant, Il a été Et maintenant, traité combien 544. Ah 544.
IGM. Oui. C'est pour ça, je crois que l'urgence, je crois qu'ils ont 5 traité... grammes, tu veux dire? Non, 5 grammes. Ça doit être 5 grammes. 5 grammes. Non, 500, non, c'était Non, ça doit 544. être 5 grammes. Non, non, madame, En 500. fonction de... Non, 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 c'était très élevé. C'est 5 grammes. 5 grammes. Là, là, عندك pas Ça 540. dépend de l'unité. On va نقلب Là, في- pour l'unité, mais il y a en grammes, c'était 5 grammes. Oui. Et en milligrammes, c'était 500. D'accord, En milligrammes. Sur le bilan, donc c'était noté en milligrammes. d'accord, donc c'était Mais pas en quand tu grammes. convertis, c'est c'est En 5 5, grammes. d'accord. Mais pardon, non, parce qu'on sait que dans le DICE, on peut avoir des IGM augmentés. On Et peut que avoir- l'augmentation peut être très importante. Donc, واحد l'étude, donc généralement, c'est des IgG qui sont bas, plus ou moins IgA bas, Plus ou moins IgA. IgA. Ça, c'est le classique. Avec des IGM qui peuvent être augmentés. Mais une étude avec, je ne me rappelle pas du taux, donc du nombre de malades, donc dans 10% des cas, il y avait des IgM qui sont augmentés et même fortement augmentés. Donc ça, le fait que les IgM augmentés, donc ça limite pas le déficit. C'est pas- On est dans ce cas dans les Syndrome syndromes IgM. C'est-à-dire le syndrome IgM. hyper-IgM, est-ce qu'on peut l'avoir chez un adulte au-delà de IgM, c'est aussi une maladie dont la génétique n'est pas bien codifiée. Le DCV, il y a beaucoup de malades dont les bases génétiques ne sont pas. hyper-IgM, c'est surtout l'enfant. C'est surtout l'enfant. Donc, les éléments qui étaient beaucoup plus pour le DCV, c'est l'âge. C'est à 34 ans qu'il a commencé à faire ça. Donc voilà, donc quand on est revenu aux premières électrophorèses, il y avait cette hypogamma-globulinémie. Parce qu'à un moment, on avait dit, est-ce que cette hypogamma-globulinémie n'est pas secondaire à la chimiothérapie? Oui. Ça, c'est le bilan bien avant Bien la avant. chimiothérapie. Ah bon, parce que Bien avant. il a 5 grammes d'IgM avec 3,6 la totalité IgA et IgM, c'est à côté ça quand même. Non? C'est- Mais il a un taux d'IgG qui est Là, très bon. Le pic gamma, c'est IgA plus IgG plus IgM. Vous dites qu'il a IgM à 5 grammes alors que la somme, il a à 3,6. Mais les IgG étaient très bas. Oui, on ne doit pas avoir. Il faut que ça soit plus de 5. Mais madame, il a eu beaucoup d'électrophorèses. Il faut plutôt donner le taux d'IgM. Oui, on l'a pas. Avec concomitant, Avec oui. l'électrophorèse Oui. qui a été fait en même temps. Concomitamment, on l'a pas. Ah. On a une électrophorèse avant et puis le dosage de l'immunofixation qui est fait après. Parfois, on a des problèmes de laboratoire. Oui, On a parfois des labos qui écrivent bien IgG ou IgM. Attention, il faut faire attention. On est malade, j'ai la peur. IgM à 5 alors que IgG à 0, je ne sais pas combien. Lorsqu'on a rouvert le laboratoire, ils ont inversé les Recon- dates. Donc, sur plusieurs IgM sur plusieurs. bilans. Sur plusieurs bilans, il avait un taux d'IgM Qui est élevé. Donc le diagnostic était fait rétrospectivement, donc c'est Est-ce qu'on se souvient un DICV vraiment de façon facile. IgM, Ah. l'âge qui est Là, j'ai pas encore le âge. Oui, peut-être hyper-IgM, surtout l'enfant. Lui, c'est à l'âge de 34 ans. Alors, pour moi, la discussion doit rester Là, c'est le diagnostic qui est fait à l'âge de hyper-IgM. l'âge de 34 ans. Et là, c'est un peu Les infections, Les infections commençaient. Les infections. 65. 64. Donc, oui, la discussion reste toujours ouverte, notamment que le DICV, maintenant, c'est un groupe de maladies encore très hétérogène. Donc, c'était des infections à répétition, sinon pulmonaires, la lymphoprolifération, le purpura vasculaire comme manifestation auto-immune, la diminution donc, des IgG et des IgA à moins de 2 déviations standards. Donc, on avait commencé un traitement par immunoglobuline. Donc là, c'est juste pour vous reproduire les nouveaux critères diagnostiques donc de 2014. On retrouve donc la lymphoprolifération, les manifestations granulomateuses et les manifestations auto-immunes qui aident aussi à poser le diagnostic d'un DICV. Donc, pour conclure, juste pour vous dire qu'entre l'errance diagnostique et la difficulté rencontrée pour classer les patients, donc le DIP reste quand même un diagnostic complexe. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des réunions de consultation multidisciplinaires et spécialisées, d'où la nécessité de staff régulier. Donc, ça va faire plaisir à M. Bousfeha. Et faire confiance à son instinct de clinicien, donc, et pousser les investigations au bout, contacter des centres de référence, Madame Aylal, et des centres de génétique. Et merci.